Salut Thierry. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui Salut et Jules. de pouvoir parler un petit peu avec toi. Mm. On avait eu l'occasion de faire une retraite, cogitons ensemble avec Olivier Morel, et j'avais été très inspiré par ton approche, les photos que tu faisais et le fait de mettre ça au service de l'humain aussi. Est-ce que ça te va déjà de te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Thierry Ménard. Je suis photographe aujourd'hui de mon état, entre autres, passionné de beaucoup de choses. Aujourd'hui, le cœur de mon activité, c'est vraiment la photographie, avec une dimension plutôt basée sur l'émotionnel humain. L'idée étant le plus possible de retranscrire ce que je peux percevoir de chaque personne en fait que je croise, avec dans l'intention de leur faire voir en fait la beauté que je peux voir en eux, une beauté qu'ils ne voient pas forcément, parce que quand on se regarde, la plupart du temps on se regarde dans le miroir, on se regarde d'une certaine façon, et le reste du temps c'est des photos qui sont souvent prises un peu à la va-vite, sans forcément un bel appareil, ou sans forcément prendre le temps de faire une bonne photo, et donc avec un regard sur soi qui est souvent biaisé par le fait que justement les conditions dans lesquelles on a l'habitude de se regarder ne sont pas les mêmes que celles euh, dans lesquelles les personnes ont l'habitude de nous voir. Yes. Il y a une théorie, enfin une théorie en quelque sorte qui est avancée, et notamment que présente Christophe André dans un de ses ouvrages sur l'estime de soi avec Frédéric Lenoir. Non, c'est pas Frédéric Lenoir, c'est François Leland, qui s'appelle la fenêtre de Johari. C'est quatre composantes. En fait, c'est les personnes qui se. C'est les éléments que la personne connaît d'elle-même et que les autres connaissent d'elle, qui est une sorte de zone visuellement, enfin, plutôt une zone connue de soi et des autres. Il y a une zone qui est connue de soi mais qui n'est pas connue des autres, qu'en général on ne montre pas. Il y a une zone qui est inconnue de soi mais connue des autres, qui est ce qu'on appelle la tâche aveugle. En fait, c'est cette espèce d'angle mort qu'on a vis-à-vis de soi, en fait, qu'on ne connaît pas. Que ce soit des expressions du visage, que ce soit des aspects de sa personnalité qu'on ne regarde pas ou qu'on ne veut pas regarder. Et la dernière zone, c'est une zone complètement à découvrir que nous ne connaissons pas et que les autres ne connaissent pas de nous-mêmes. Yes. Et moi, du coup, sur la photo, j'aime bien intervenir sur cette tâche aveugle, notamment que les gens connaissent de soi, enfin de soi, mais que nous-mêmes nous ne connaissons pas de nous. Ok, donc permettre à travers la photo finalement de découvrir des choses sur soi que les autres peuvent voir pour en apprendre plus sur soi, c'est ça? Exactement, ouais. Exactement. Il y a ce côté-là, effectivement, euh, de se connaître un petit peu mieux par le regard des autres. Euh, Cette idée m'était venue notamment à l'époque où mon père arrivait en retraite, enfin pré-retraite plus exactement, et de temps en temps il invitait un peu plus ses amis, et du coup je découvrais mon père à travers le regard de ses amis, enfin de ses collègues plus exactement, et qui le voyaient évoluer dans un contexte très différent, qui était celui du travail, dans lequel je ne connaissais pas, et dans lequel mon père était une personne complètement différente du milieu familial. Et c'est une des idées qui m'avait guidé sur cette voie-là, quoi. Hmm. Mm. Du coup, je trouve ça, enfin, euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant quand tu dis que ton père, notamment, était quelqu'un de complètement différent Mm. entre son travail et finalement quand il était avec toi. Ouais. Je serais curieux de savoir pour toi, est-ce que c'est le cas pour chaque personne d'être différente selon des contextes? Est-ce que c'est plus une construction? Comment est-ce que toi tu vois ça aujourd'hui? Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Enfin, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, je suis assez contre les dogmes. Euh, Moi, je suis persuadé qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment entières. Enfin, c'est souvent les personnes qu'on dit brutes de décoffrage, entières, ou complètement alignées, qui sont les mêmes personnes dans un groupe ou dans un autre. Je pense qu'on reste un animal social avant tout, et que la plupart des gens euh,
En tout cas, des personnes qui sont peut-être à moindre personnalité ou avec une personnalité moins stable ou plus variable euh, développent des comportements différents dans chaque groupe. Euh, on parlait tout à l'heure d'intelligence collective. En fonction du groupe, en fonction du besoin qu'a le groupe, on va pas forcément adopter le même rôle, la même posture. Moi, par exemple, je sais que dans un groupe où tout le monde est d'accord, par exemple, bah, je vais avoir tendance à être l'avocat du diable et à aller défendre la cause inverse. À l'inverse, si tout le monde défend bah, une cause, en fait, ouais, avoir tendance à aller un petit peu à l'opposé de la personne. Ça dépend vraiment. Je sais pas trop comment décrire ça. Yes. Enfin, Mais oui, c'est... oui. En général, tu cherches à te positionner d'une manière à prendre un petit peu la cause peut-être de ce qui est moins dit, de ce qui est moins... Enfin, qui a moins de voix, c'est Ouais. ça? Sauf si quelqu'un a déjà pris ce rôle, par exemple. Ok. Yes. Et enfin, je trouve ça intéressant du coup de voir, enfin, donc tu parlais un petit peu du développement personnel, enfin, tu t'es aussi formé à l'intelligence collective. Mm. Enfin, tu peux peut-être nous dire un mot sur l'intelligence collective si tu en as envie pour dire ce que c'est. Enfin, et ce que je voulais te demander par rapport à ça, c'est euh, comment toi, pardon, t'en es venu à construire, enfin à rassembler ces différents éléments dans ce que tu as envie de proposer, dans ce que tu as envie de vivre. Euh, Vaste question. Pour moi, c'est une question de cheminement. Dans mon parcours universitaire, j'ai eu notamment 5 années d'histoire. 5 années d'histoire dans lesquelles en fait j'ai eu la chance de croiser un de mes profs qui était Denis Crouzet, qui était un partisan euh, d'une approche psychologique de l'histoire. À quel point bah, la psychologie d'Henri IV a pu influencer l'histoire de France à l'époque, à quel point ça a pu jouer sur certaines décisions qu'il a prises. Et de la même façon pour tous les personnages, les grands moments de l'histoire, à quel point la psychologie et le hasard de la vie aussi fait que il se passe des choses euh, et que voilà, ça s'agglomère ou ça s'agglomère pas, que certaines choses se passent ou ne se passent pas. Donc dans ma vie, j'ai eu cette approche assez globale de l'histoire qui recoupe beaucoup de sciences humaines. Donc c'est autant de l'économie que de la psychologie, que euh, de la géographie, euh, de la stratégie, etc. Donc moi j'avais déjà cette approche un petit peu holistique et derrière c'est le hasard des rencontres qui fait que j'ai commencé la photo par le biais d'un ami qui montait un réseau de coachs en soft skills, donc tout ce qui est compétences humaines autres que les compétences techniques qu'on peut avoir. Donc je sais pas, ça pourrait être la curiosité, la patience, la prise de parole. euh, L'observation, l'attention, euh, plein de compétences comme ça, le lâcher prise par exemple aussi, euh, qu'on développe à côté de nos études, à côté de ce qu'on développe comme compétences techniques, qu'on développe en faisant du sport, en interagissant, qu'on développe, moi par exemple, j'ai beaucoup développé l'écoute, l'attention, l'observation dans mon milieu familial. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc j'ai commencé par ce biais-là. Du coup, j'ai très vite intégré une dimension de développement personnel à mon approche, qui était d'utiliser la photo pour montrer aux personnes comment elles étaient quand elles déployaient leurs soft skills. Et donc, ça se passait beaucoup, notamment par le biais de photos, pendant que les personnes sont en train de discuter ou en train soit d'interagir avec d'autres personnes, comme par un atelier de découpage par exemple, ou un atelier de dessin. Il se passe énormément de choses, les personnes sont focalisées sur ce qu'elles sont en train de faire,
elles déploient une certaine soft skills qui peut être l'attention, la concentration à ce qu'elles sont en train de faire, et quelque chose qu'elles ne voient jamais. Et puis en fait de fil en aiguille, donc j'ai intégré ce réseau, j'ai rencontré d'autres coachs, j'ai commencé très vite à envisager la possibilité d'aider les personnes à mieux se connaître, à accepter leur physique, à s'accepter telles qu'elles sont, à prendre du recul sur elles-mêmes. Et j'ai alors envisagé la possibilité de rentrer en mode coaching, enfin de faire du coaching, et qui était quelque chose que je repoussais très, très violemment du doigt, enfin de la main depuis longtemps. Tout ce qui était psychologie, ça me paraissait une aberration. Et puis le fait de voir l'autre côté du miroir, bah, ça m'a permis aussi ouais, d'appréhender les choses différemment, de voir des outils que j'aurais jamais envisagés, et notamment tout ce qui était l'approche émotionnelle, qui était quelque chose que c'était pas mon truc, quoi. Exprimer ses émotions, c'était pas quelque chose qu'on faisait en famille. Donc c'est un univers que j'ai découvert au fur et à mesure aussi. Là où jusqu'à là, j'étais très dans l'introspection. Très tôt, dès le CM2, je me souviens de discussions très longues avec mon meilleur ami Étienne, que je salue au passage, euh, qui, ouais, qui étaient des discussions très profondes sur l'état du monde, sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on avait envie de devenir, mais très dans l'intellectuel et très peu dans l'émotionnel, quoi. Donc j'ai découvert ça aussi. Et puis euh, donc j'ai commencé ma formation de coaching. Au bout d'un an de formation, même un an et demi, parce que j'ai encadré assez rapidement, enfin j'ai participé à l'encadrement des formations assez rapidement. Euh, je savais que j'avais pas envie de développer un type de coaching un peu à la séance, ce dont on parlait tout à l'heure, où en fait moi, voir quelqu'un pendant 1 heure, 45 minutes, ou plus, même 2 heures, hein, me satisfaisait pas, et que j'avais besoin de quelque chose de plus long, quelque chose où je voyais là où j'étais le plus efficace quand j'écoutais mes amis, quand je les accompagnais, entre guillemets, parce que c'était juste être présent pour eux, hein. C'était pas quelque chose de formel, mais que il se passait davantage de choses quand on passait beaucoup de temps ensemble et quand on prenait vraiment le temps, et notamment de faire d'autres choses à côté, et pas juste discuter et essayer d'explorer le nœud du problème, parce que en fait des fois on avait une discussion et puis je sais pas, le lendemain matin par exemple on en discutait et puis il y avait eu une prise de conscience, et moi c'était ça que j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'ai très vite abandonné la piste du coaching individuel. Et à côté de ça, j'ai rencontré Olivier Morel dans le cadre d'un stage de communication non violente. À l'époque, c'était par le biais d'un des copains du réseau. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur Olivier Morel, du coup, peut-être? Enfin, si tu veux. Enfin, vu que tu dis que tu l'as rencontré. J'ai vu que tu l'avais déjà interviewé, donc peut-être que le mieux ce serait Oui. d'aller voir la vidéo. Oui, effectivement, c'est possible de regarder l'interview de côté pour les personnes qui regardent. En gros, c'est un personnage très intéressant, euh, très inspirant, qui a une capacité de travail que j'admire, que j'ai pas du tout. Ce qui me fait aussi apprécier de travailler avec lui parce qu'il avance, parce qu'il fait les choses sans trop se poser de questions. Avec lui, c'est assez fluide, et je sais facilement trouver ma place dans ses projets. C'est quelqu'un de très sensible qui s'est vraiment spécialisé aujourd'hui en intelligence collective, dans l'animation de groupes de travail, que ce soit du travail euh, au bénéfice d'un groupe, ou du travail de groupe au bénéfice de l'individu. Il fait très bien le va-et-vient entre le groupe et l'individu, et le groupe aide l'individu et l'individu aide le groupe. Et notamment, du coup, on a donc suite à ce stage de CNV, où au final j'ai très peu communiqué avec lui, j'ai pas vraiment rencontré à ce moment-là. C'était pendant le premier cogiton qu'on a fait ensemble. Simplement, du coup, pour ceux qui regardent, qui ne sauraient pas, la CNV, c'est la communication non violente. Ouais, d'accord, pardon. Et. Alors attends,
que je recentre un petit peu mes idées. Donc Olivier, stage de CNV, c'est vraiment après pendant le premier Cogiton en fait qui était supposé être un petit regroupement d'amis à la base qui au final a vu débarquer des personnes de chez Danone chez qui Olivier travaillait à l'époque et qu'il a quitté depuis pour monter son propre projet euh, et qui est devenu cette espèce de séminaire un petit peu ovni je pense parmi beaucoup d'autres séminaires qui sont proposés aujourd'hui où l'idée c'était vraiment euh, d'apporter l'énergie d'un groupe, la diversité des expériences, la diversité des ressentis, la diversité des valeurs et des convictions euh, au service de chaque individu qui constituait le groupe. Chaque individu ne se connaissant pas forcément au début du séminaire. Euh, Yes. voilà à peu près mon parcours. Ok, super. Et enfin, il y a un truc que je trouve particulièrement inspirant. Enfin, tu disais que du coup, tu t'es lancé dans le coaching, que tu as vu que ce format finalement ne te convenait pas, comme ça, le coaching individuel, le coaching à l'heure, Ouais. et que du coup, tu étais plus à la recherche de quelque chose qui te correspondrait toi, et notamment avec une approche plus lente, la possibilité d'avoir plus des discussions longues, sur la durée, sur plusieurs jours, je crois, tel que tu l'exprimais. Ouais. Et je serais curieux de savoir, à la fois, de quelle manière est-ce que toi, tu en viens à prendre conscience que c'est plus juste pour toi de le faire de cette manière? Est-ce que c'est clair dès le début? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait plus à travers l'expérience, les feedbacks? Est-ce qu'il y a, je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, que je vois autour de moi, qui ont peut-être ce fantasme de savoir exactement c'est quoi la manière dont moi je veux faire telle ou telle chose, c'est quoi la manière qui me correspond. Est-ce que pour toi ça vient tout de suite? Est-ce que ça vient à travers l'expérience du coup? Chez moi, il y a une part très forte d'intuition. Alors, je sais jamais trop dans quelle mesure c'est mon intuition et dans quelle mesure c'est aussi de la paresse parce que je vois très vite les contraintes qui sont liées à une façon de faire et que comme j'ai horreur des contraintes, ma mère m'a dit très justement un jour, toi de toute façon tu n'as jamais aimé la contrainte. Et moi j'avais du coup rectifié un petit peu son propos en disant non, c'est pas les contraintes que je n'aime pas, c'est les contraintes que je me fixe à moi-même, que j'établis moi-même en choisissant telle ou telle façon de faire. Euh, donc il y a une très forte part d'intuition qui fait que je sais assez rapidement si quelque chose me convient ou pas aussi. Mais j'ai quand même un besoin de tester. J'ai quand même un besoin d'essayer énormément parce que je suis convaincu que on découvre vraiment quelque chose qu'en l'expérimentant. Euh, j'ai plutôt une tendance autodidacte. Par exemple, la photo, c'est quelque chose que j'ai appris complètement d'autodidacte. Euh, j'ai pareil pour tout ce qui est botanique. Je jardine beaucoup. Un peu moins depuis que je suis à Paris, mais j'ai quand même des rebords de fenêtres assez verts. Pour moi, la nature, c'est vraiment le rapport aux plantes. C'est vraiment ce qui incarne ce côté. On apprend vraiment que par l'expérience, quoi. C'est vraiment en expérimentant, en testant, mais avec du coup l'expérience utile qui est l'expérience basée aussi sur l'observation. C'est-à-dire on expérimente, on teste, mais aussi on observe et à partir de l'observation, on déduit des choses, on réfléchit. L'expérience juste pour l'expérience ne sert à rien s'il n'y a pas derrière un minimum de réflexion. Euh, et je pense que c'est une de mes façons d'avancer, en tout cas, c'est vraiment expérimenter, réfléchir. Et c'est comme l'entraînement, quoi. L'entraînement, c'est ça. L'entraînement, on peut s'entraîner des dizaines d'heures au tennis. Si à un moment on ne prend pas un peu de recul pour regarder qu'est-ce qui ne va pas dans mon verre, en fait mon verre il restera plus ou moins mauvais. Il évoluera peut-être un petit peu, il deviendra peut-être un petit peu meilleur, mais s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour dire attention, il faudrait que tu fasses ça ou le faire soi-même, il y a peu de chances que ça évolue, quoi. Yes. Ce que j'entends, c'est que c'est un peu une démarche du coup. J'expérimente et puis assez rapidement, je prends du recul, j'observe ce qui s'est passé et j'ajuste. C'est Ouais. ça? Et quand il s'agit de faire des choix de vie ou
des choix de pratique. Ouais, je pense qu'effectivement, le fait d'expérimenter, de prendre du recul, c'est vraiment prépondérant. Et ce que j'entends, enfin, du coup, enfin, ce regard, ce recul, prendre le temps de se poser la question, d'observer. Mm. Enfin, tu disais que c'était quelque chose d'assez important pour toi. Ouais. Et je crois que c'est aussi ça, à travers enfin, que tu amènes à d'autres personnes à travers la photo. Mm. Et enfin, je serais curieux de savoir, est-ce que tu as peut-être des anecdotes, soit liées à toi, soit liées à des personnes que tu as pu accompagner à travers ce regard, cette observation, de ce que ça a pu amener comme transformation, comme vécu? J'ai une expérience très simple, enfin, qui résume un peu la fenêtre de Johari dont on parlait tout à l'heure, qui étaient mes formateurs en coaching, que j'avais pris en photo un jour. On avait fait toute une séance photo et en regardant les photos au fur et à mesure, à un moment, euh, donc c'était un couple et la femme euh, regarde une des photos et dit ah, mais c'est pas moi ça. Et puis on se regarde avec son compagnon et on se dit ah bah si si, si si, nous on te voit très souvent comme ça et elle s'était jamais vue comme ça. Et je sais pas derrière ce qui en a découlé et à la limite je suis pas forcément un fanat de l'impact et de la mesure d'impact. Je trouve d'ailleurs c'est un truc qui à mon avis tue le SS et le côté impact, enfin mesure d'impact. Moi j'aime beaucoup l'idée aussi de faire des choses et de lâcher prise sur le résultat. Euh, j'ai eu beaucoup de retours sur les photos que j'ai faites où les personnes me disaient à quel point elles se trouvaient belles. Très souvent les personnes trouvent facilement les autres très belles, mais elles-mêmes se trouvent pas belles ce que je trouve toujours un peu dommage, mais en même temps ce que je comprends parce que moi-même ça a été mon parcours. Je pense que j'en suis pas arrivé à faire ça sans avoir eu moi-même un minimum de chemin à faire. Et je pense que d'ailleurs ce serait malhonnête de le proposer sans l'avoir fait expérimenter moi-même. Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer comme retour? Enfin, du coup, Ouais. là, quand tu parles de toi, tu dis que tu as expérimenté ce chemin. Mm. Enfin, quand tu parlais de ce chemin, c'était le fait, à travers la photo, de toi commencer à être capable de porter un regard plus positif sur toi. Ouais, ouais, complètement. Moi, j'ai pas de photo de moi entre on va dire 10 ans et puis mes 18-19 ans, quoi. J'ai recommencé à accepter d'être pris en photo euh, dans le cadre du groupe de volley de la fac où on était une bonne bande de potes et voilà, ça déconnait bien et puis bah, il y avait des soirées et puis voilà, et puis les photos en soirée c'est pas forcément les meilleures. Mais bon, moi j'ai vécu une expérience comme ça en fait où des copains me disent, enfin mettre une photo sur Facebook, je dis ah non, enlevez ça et tout, et puis au final ils disent mais non, t'es très bien dessus, on va la laisser, et puis au fur et à mesure de la voir, en fait, je l'acceptais telle qu'elle était, et je m'acceptais telle que j'étais dessus, et ça a été vraiment un prémisse, je pense, de redécouvrir un petit peu mon image, de réaccepter d'être pris en photo. Euh, et très tôt dans ma pratique, ce que j'ai fait, c'est pour mettre les personnes à l'aise. Je me suis rendu compte assez vite que le fait de leur donner l'appareil photo et de les laisser me prendre en photo, voire de leur suggérer de me prendre en photo, les mettait beaucoup plus à l'aise. Le fait d'être à leur tour photographe et de pouvoir regarder et de voir aussi que à la fois c'est quelque chose de complexe de prendre une photo d'un visage, surtout quand les personnes sont en train de parler. Euh, Moi, je fais beaucoup parler les personnes pour les mettre à l'aise aussi, pour qu'elles soient focalisées sur quelque chose d'autre que juste le fait d'être pris en photo. Euh, ouais, je pense que le fait qu'elles aient l'appareil en main, qu'elles voient la difficulté aussi de prendre une photo, une belle photo de quelqu'un, le fait que moi-même, quand je me regardais, j'avais un premier réflexe de. Puis après, je regardais, bon, ça va, et puis de pouvoir dire, bah tiens, moi là, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, et puis en même temps, bah c'est comme ça que je suis, et puis en même temps, c'est que de la photo, c'est de la 2D, c'est pas de la 3D, les gens te voient pas comme, euh, comme tu te vois sur la photo, et puis les gens regardent pas les défauts comme toi tu les regardes, parce que bah moi par exemple, ici là j'ai l'arête du nez qui s'écarte, et j'ai l'impression que ça me fait du coup un nez qui est un peu plus évasé, j'ai l'impression que c'est moche. Bah en fait,
personne m'a jamais dit que j'avais un nez qui était moche. Au contraire, j'ai même des copines qui me disaient qu'elles aimaient bien. Euh, donc voilà, c'est après, pour moi, il y a vraiment une dimension à avoir sur le côté demander des feedbacks aux gens. C'est quelque chose qu'on fait très rarement, de dire à quelqu'un, bah t'es beau, ou tiens, j'aime bien tes yeux, j'aime bien ton regard, t'as une belle barbe, t'as de beaux cheveux, ou des trucs comme ça. Euh, et puis d'accepter de les entendre. C'est une chose d'aller les solliciter, c'est autre chose de dire. Et ça marche pas seulement pour le physique, ça marche aussi pour. Moi, quand j'ai commencé le coaching, beaucoup de personnes me faisaient des retours sur mes qualités humaines, mon calme, ma bienveillance, ma gentillesse. Bon, sur le moment, bon, moi, j'étais un gros cynique, un gros sceptique pendant une bonne partie de mon adolescence. Mais j'étais resté quelqu'un de gentil, foncièrement gentil. Et, et voilà, c'est resté. Et je le fais vivre aujourd'hui, j'accepte. Et au contraire, je pense que c'est quelque chose que j'essaye même d'inspirer chez les autres, quoi. Yes. Mm. Du coup, enfin, là tu parles de cette transformation un petit peu plus, enfin, par rapport à tes qualités, d'être capable d'entendre du feedback, enfin, et même d'aller oser le demander. Mm. Juste avant, tu parlais du fait de commencer à accepter enfin, de pouvoir qu'on puisse te prendre en photo, enfin, te voir en photo et d'accepter ton image. Je serais curieux de savoir, enfin, sans chercher à généraliser à tout le monde, mais toi, comment est-ce que tu l'as vécu peut-être de commencer à te réaccepter en photo, de commencer à te dire, ben, je peux accepter le feedback d'autres personnes sur mes qualités. J'ai sans doute développé beaucoup de narcissisme. Non, j'exagère un petit peu, je reste quand même. J'essaye de rester très humble. Pour moi, ça a été, je dirais, une libération dans le côté. Bah, le physique n'était plus un obstacle en fait aux relations aux autres, était même au contraire un socle. Parce que euh, moi, globalement, les personnes me disaient que j'étais plutôt quelqu'un de beau, d'agréable, et, euh, et du coup, physiquement, ça devenait plutôt un avantage. Après, est-ce que je le mettais en avant? Je le mettais pas forcément en avant. Mais du coup, euh, une chose est sûre, c'est que le fait d'être confortable quand il y a un appareil photo qui se balade, c'est une façon de s'apaiser aussi. Le nombre de personnes que je vois ou que je photographie sur des événements et qui sont à guetter en fait le moindre moment ou dans des débuts de cogiton les premiers jours, enfin le premier jour souvent où les personnes sont là et guettent toujours le moment et puis essayent du coup de faire ah tiens je vais faire le bon sourire maintenant et c'est tellement certaines personnes se sont entraînées donc ça rend bien. Ça peut être un petit peu exaspérant d'avoir toujours le même regard, toujours le même visage sur les photos. Mais ça devient un jeu aussi, du coup, d'essayer de les prendre vraiment sur le vif. Euh, ouais, c'est. Je pense, ouais, pour moi, c'était vraiment quelque chose de l'ordre du confort et du bien-être. Effectivement, de pouvoir m'accepter tranquillement et de pouvoir me dire, bah, en fait, si je suis moche sur une photo, j'ai le choix de ne pas la regarder. Enfin, si je me trouve moche sur une photo, j'ai le choix de ne pas la regarder. Mais je suis content si les gens trouvent que je suis bien dessus et je leur laisse ça et je vais pas en fait me battre contre l'avis des gens. Je trouve ça c'est dommage au final d'être toujours en mode ah mais non je suis pas beau, je suis pas beau, je suis pas beau. C'est dommage. On n'est pas obligé de tomber dans l'excès inverse à l'américaine, un petit peu, enfin en tout cas c'est la vision que j'en ai, peut-être que je me trompe, mais le côté tout le monde est super, tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, côté hyper optimiste, de psychologie positive à fond, qui vient juste, Un peu trop exacerbé. trop exacerbé, et puis en fait c'est faux, enfin c'est horrible, je trouve, de nier une partie de la réalité. Enfin, c'est comme si enfin, on parle souvent du yin et du yang, enfin, c'est comme si d'un seul coup il y avait que, je sais pas, le yang et plus le yin, quoi. Comme si on arrêtait de regarder, ou comme si dans le noir et blanc, en fait, on arrêtait de regarder le blanc ou le noir. Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage. Yes. Donc c'est quelque chose d'important pour toi d'être capable, enfin,
aussi bien de voir le beau finalement que peut-être le moins beau ou Ouais. ce qui est un peu plus caché, enfin de pouvoir avoir une image globale, c'est Ouais. ça? Ouais. Pour moi, c'est important de tout regarder aussi. Il y a un- Mais c'est un truc de photographe aussi, hein, d'aller chercher de la beauté là où aller faire des photos d'une zone industrielle, c'est pas forcément très, très chouette. Et pourtant, on peut y trouver des belles choses. Moi, c'était un truc que j'ai découvert avec la photo, c'est la façon dont la lumière peut se déposer sur quelque chose, sur un visage notamment, et le rendre beau. Il y a des personnes qui sont, allez, on peut dire objectivement pas très belles physiquement, et quand on les prend en photo, ce qu'elles dégagent est d'une beauté qu'en fait on oublie complètement, et c'est ce qui reste, c'est juste que la personne dégage et pas son œil de travers ou pas ou je sais pas moi ses grandes oreilles ou autre. Enfin et puis en plus ça il y a des façons, il suffit de changer d'angle et puis on voit plus la personne de la même façon. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de l'ordre, de cette possibilité de changer de regard pour voir les choses autrement, du coup, Oui, après? complètement. Euh, Complètement. Une des je le transmets, hein, mais une des idées que j'ai et notamment que je voulais utiliser dans le monde de l'entreprise, c'était de faire des sessions où les personnes prennent leurs collègues en photo. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand on prend une photo de quelqu'un, en général, on cherche à faire une belle photo. Donc, on va essayer de mettre ces sujets en valeur, et du coup, on va peut-être voir la personne avec qui on a un gros passif, plus ou moins positif, d'une autre façon. Deuxième point, c'est que on va y passer beaucoup d'attention. Et quand on regarde avec beaucoup d'attention quelqu'un, à plus forte raison quand on est en train de faire des choses, on le découvre sous un autre angle. La plupart du temps, quand on interagit, quand on observe les personnes, c'est quand on est en train d'interagir avec elles. Euh, Pas forcément quand elles sont en train de travailler de leur côté. Et puis en fait, on s'arrête rarement au penser à regarder la personne, à estimer qu'est-ce qu'on pense d'elle, comment on la voit. Et du coup, le fait de prendre le temps de regarder les autres différemment, pour moi c'était très important. Et puis derrière, je sais pas si c'est mécanique ou quoi, mais le fait de regarder derrière un objectif, bah, ça coupe un peu ce côté passif de l'autre. Il y a un côté ludique aussi. Euh, et ouais, derrière, moi j'ai eu beaucoup de retours comme ça euh, où je faisais des photos de personnes qui travaillaient ensemble. Et quand elles regardaient les photos après coup, pendant des ateliers notamment, elles se redécouvraient les unes les autres. Elles disaient ah, mais en fait, t'es vachement beau. Et là, quand t'entends ça, t'es ah, c'est trop bien quoi. Et puis tu vois la personne en face qui est gênée, et puis tu vois l'humain que ça crée. Moi, c'est ça qui. C'est marrant, l'humain que ça crée, l'humain sacré, je sais pas. Euh, Salut à toi, Olivier, fan de jeux de mots. Euh, il y a ce côté, enfin moi c'était vraiment ce que je recherchais et ce que j'avais envie d'apporter dans le monde de l'entreprise et notamment à travers mon application auprès de la Fabrique Spinoza. Je sais pas si tu connais, mais en gros qui est enfin, je le dis pour les spectateurs, qui est une association qui milite pour le bonheur en France, pour que en fait le bonheur soit inscrit comme une priorité de la même façon que l'environnement peut l'être ou que l'économie peut prédominer. Bon, en fait, l'idée, ce serait de remettre aussi le bonheur dans les préoccupations des Français. Et notamment, il y a toute une branche de bonheur au travail. Et on assume le mot, hein, parce que le travail, c'est presque 70% de notre temps éveillé. Et que si on n'y est pas heureux, bah, on a du mal à être heureux dans la vie en général. Donc, sans aller dire aux gens comment il faut être heureux, mais juste en fait leur poser la question comment vous pourriez être plus heureux dans votre travail. Ça peut permettre, en apportant des solutions, des outils, en présentant des cas inspirants, etc. Ça permet beaucoup de choses. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, ce que j'aime quand je fais des photos en entreprise, c'est ça, c'est ramener ce côté attention à l'humain. On travaille avec des personnes, on ne travaille pas avec des postes. Et, et ouais, quand on travaille ensemble, bah, en fait, il faut prendre en compte cette dimension humaine. On ne peut pas juste prendre en compte la dimension euh, efficacité, travail fini, travail rendu. Euh, Sinon, on passe à côté de beaucoup de choses.
Yes. Enfin, cette dimension de remettre de l'humain, de la relation, enfin, un autre regard au sein de l'entreprise, c'est ça? Ouais, c'est au sein de l'entreprise, mais à tous les niveaux. Là, hier, j'étais dans une école en SECPA, donc c'est des écoles en gros spécialisées pour les enfants en difficulté, que ce soit financière ou en situation de handicap mental ou physique. Et c'était génial de voir les professeurs, etc. et de voir à quel point le projet, là, en l'occurrence, c'était pour une association qui fait des projets d'entrepreneuriat, entre guillemets, dans le collège. Et voir le lien que ça avait créé, de voir les liens qui se créaient entre les élèves du fait du projet en commun, et de voir pareil, les liens qui existaient, qui se créaient aussi entre les professeurs et les élèves. Euh, Moi, il m'est arrivé d'aller dans des classes où le seul lien, c'était la moquerie. C'était des insultes, des vannes que se balançaient les élèves. Et j'ai eu un cas très intéressant une fois dans une classe. J'avais fait des photos pendant une intervention d'entrepreneur euh, quelques semaines avant. Et j'avais beaucoup sympathisé avec le professeur et je lui avais proposé de revenir et d'animer une petite discussion autour des photos. Et bon, au début, beaucoup de gêne, j'arrive quand même à établir un cadre de confiance. Les élèves arrivent à faire des retours un peu sur les photos, sur à la fois comment eux ils se trouvent sur les photos et puis comment ils trouvent leurs camarades. Et à se voir, enfin vraiment voir des belles choses qui ressortent, notamment des élèves, un élève grande gueule qui se mettait tout le temps en avant et qui là était en fait les moments où il prenait pas la parole, il avait un visage très sérieux, très concerné. Les autres l'avaient jamais vu comme ça parce qu'à chaque fois qu'il le regardait, en fait, c'était quand il ouvrait sa grande gueule, entre guillemets. Donc à chaque fois, il avait l'air un peu bravache et tout ça. Donc là, il le découvrait sous un autre angle. Et à la c'était en 2 heures. Et en fait, entre la première et la deuxième heure, il y a un élève qui est revenu, qui n'était pas du tout dans le cadre à ce moment-là, et que j'ai pas réussi à canaliser, et qui a commencé à se moquer. Et tout de suite, ça repartit en moquerie, quoi. Et je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage, parce que ce qui se passait avant, c'était quelque chose de très humain. Alors, est-ce que la moquerie, c'est inhumain? Je sais pas, mais je trouve en tout cas que c'est pas le côté. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. J'aimerais rétablir un petit équilibre, justement, faire plus de cohésion, plus ouais, de bienveillance entre les personnes. Yes. Merci, merci pour ce partage. Enfin, je trouve que c'est inspirant enfin, la démarche et puis cette recherche un petit peu de bienveillance, de changer de regard sur l'humain et tout ça. Ouais. Peut-être pour te poser une dernière question du coup, enfin, j'aimerais bien savoir pour toi, si parmi les personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui ont peut-être aujourd'hui du mal, soit avec le regard qu'elles portent sur elles-mêmes, soit peut-être à se connecter à l'humanité de leurs proches ou de leurs collègues. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur partager? Euh, ouais, enfin, c'est un peu ce que j'ai partagé déjà tout au long de cette discussion. C'est vraiment prendre du recul vis-à-vis des choses. Dans le milieu du développement personnel, on parle beaucoup de croyances limitantes. Donc, c'est ce côté sortir en fait de la vision qu'on a pu se construire d'un soi idéal, pour regarder autre chose, voir qu'autre chose est possible, qu'on peut atteindre. Il y a certaines choses qu'on se fixe qui sont pas atteignables, qui ne correspondent pas. Moi, je sais que j'ai toujours été un petit peu de travers par rapport à la société, et là où tous mes amis quasiment ont un job salarié, sauf un, et puis, enfin tous mes amis d'enfance entre guillemets, ont un job salarié, bah moi, enfin, je suis pas encore marié, j'ai pas encore d'enfant et je suis pas encore établi quelque part, et ça fait des années que je bouge à droite à gauche, que je change de projet. Encore demain, je vais peut-être, enfin, je suis encore en train de changer de projet, donc ouais, faut y aller, faut vivre, faut pas trop se prendre la tête, prendre du recul sur soi et accepter la beauté que les autres voient en nous. Je pense que ça, c'est encore le meilleur moyen de se voir tel qu'on est, et de se voir un peu plus beau. Et d'ailleurs, je voudrais te proposer un petit exercice. C'est comme je savais que tu venais. Je me suis dit, ce serait quand même chouette que tu repartes avec quelque chose. Yes.
Merci à toi, du coup. Une photo de moi pendant Cogiton. Yes. Peut-être que tu peux nous dire comment tu te sens Ouais, enfin, quand tu vois cette photo. Quand je fais cette photo, et puis enfin, j'ai gardé toutes les photos aussi que tu avais fait de moi pendant Cogiton. Et c'est vrai que enfin, voir ces photos, je crois que c'était une des premières fois que je pouvais voir certaines, enfin des photos de moi notamment, plus quand j'étais en train de dialoguer ou autre. Et j'ai vu des expressions que j'avais pas l'habitude de voir chez moi. Ouais. Effectivement. Et là, là quand je me vois, je vois. Enfin, on n'est pas dans un classique peut-être de la beauté, du sourire face à la photo, etc. Mais plus, enfin, je vois à quel point je pouvais être concentré sur quelque chose, enfin, comme mon attention était portée, j'imagine, sur une personne qui était en train de parler. Ouais. Et enfin, je vois qu'il y a quelque chose d'intense là-dedans aussi, mais qui n'est pas du tout ce qu'on va photographier d'habitude. Et ça, c'est quelque chose qui me touche de voir comme ça. Ouais. Yes. Est-ce que tu te trouves beau? Ouais. Ouais, je me trouve beau, mais d'une forme de beauté différente. Enfin, de ce que j'ai l'habitude d'appeler la beauté. Yes. Bah, merci beaucoup à toi, du coup. Bah, je t'en prie, merci à toi. Merci pour ce temps, et puis merci pour cette écoute et ce que tu renvoies aussi aux gens. Merci du coup à ceux qui nous écoutent. Et, hop. Belle journée. Au revoir.